Monsieur le jardinier a caché quelque chose dans votre jardin, annonça la petite orpheline au propriétaire du manoir. Philippe Durand, plongé dans la révision des contrats, dans son bureau, entendit la voix de l'enfant l'appeler de l'extérieur. Il avait récemment engagé une nouvelle entreprise de nettoyage qui employait des enfants défavorisés de la région, et l'une des fillettes était restée jouer pendant que sa mère adoptive travaillait. La fillette, aux cheveux bouclés, paraissait avoir environ 7 ans, vêtue d'une robe simple qui avait connu des jours meilleurs. Debout près de la haie soigneusement taillée, elle désignait une parcelle de terrain dont la terre semblait fraîchement remuée. « Monsieur le jardinier a caché quelque chose dans votre jardin », répéta-t-elle, son sérieux trahissant son âge. Philippe fronça les sourcils. Marcel, le jardinier, servait fidèlement la famille depuis plus de 15 ans. Réservé et appliqué, il n'avait jamais laissé planer le doute sur Philippe. L'idée qu'il puisse enfouir des secrets dans le domaine lui semblait impensable. « Comment sais-tu ça » demanda Philippe en s'approchant. « Je l'ai vu creuser hier soir », répondit la jeune fille. Il faisait nuit, mais la lune brillait. Il a enterré une boîte juste là. Elle tapota l'endroit indiqué. Philippe s'agenouilla pour inspecter le gazon. L'herbe semblait légèrement plus jeune, comme replantée, même si Marcel était toujours méticuleux sur chaque détail du paysage. Peut-être était-ce simplement une partie de sa routine. « Comment t'appelles-tu » demanda Philippe en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « Manon. Ma mère adoptive travaille ici les mardis et jeudis. Elle m'emmène parce qu'elle n'a nulle part où me laisser. » Il se souvenait vaguement que l'entreprise de nettoyage avait parlé d'une fille adoptive. La mère était efficace et discrète, et Philippe traitait rarement directement avec le personnel de nettoyage. « Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu ? Peut-être que monsieur Marcel plantait quelque chose de nouveau, suggéra-t-il. Manon secoua fermement la tête. « Non, monsieur. » Il était nerveux, il regardait par-dessus son épaule tout le temps. La boîte tintait, comme s'il y avait des objets métalliques à l'intérieur. Un nœud de malaise se forma dans la poitrine de Philippe. En 15 ans, il n'avait jamais mis en doute l'honnêteté de Marcel. Le jardinier s'occupait de tout, des pelouses aux petites réparations, avec un accès quasi illimité à la propriété. « Où est ta mère maintenant » demanda Philippe. Elle est allée au supermarché acheter des produits d'entretien. Elle a dit qu'elle reviendrait dans 1 heure. C'est pour ça que je jouais dans le jardin. Philippe a regardé sa montre, 14 heures, un mardi. Marcel travaillait habituellement jusqu'à 17 heures, mais il avait dit ce jour-là qu'il devait partir plus tôt pour des raisons personnelles. Manon, peux-tu me montrer exactement où tu as vu monsieur Marcel creuser ? Elle le conduisit jusqu'à un endroit près de la haie qui séparait le domaine de celui du voisin. L'endroit était discrètement caché par les arbustes d'ornement que Marcel avait lui-même plantés l'année précédente. Philippe s'agenouilla et caressa la terre. Effectivement, elle était plus meuble et légèrement enfoncée. « Tu l'as dit à ta mère » demanda-t-il. « J'ai essayé, mais elle a dit que j'avais trop d'imagination et que je devrais arrêter d'inventer des histoires. » Philippe soupira. Les enfants ont tendance à inventer des histoires fantaisistes, mais la conviction de Manon l'empêchait de la rejeter d'emblée. « Je parlerai à monsieur Marcel à son retour demain » promit Philippe. « Pour l'instant, gardons ça entre nous, d'accord ?» Manon hocha la tête, même si son expression inquiète trahissait ses craintes. « Tu lui en veux » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas encore » admit-il. « D'abord, je dois comprendre ce qui s'est réellement passé. » Cette nuit-là, Philippe dormit à peine. La loyauté indéfectible de Marcel n'avait jamais faibli, mais si la jeune fille avait raison, que pouvait-il donc bien y avoir dans son jardin? Tôt le lendemain matin, Philippe arriva avant l'aube pour être à la maison tandis que Marcel commençait sa journée. À cette heure précise, Marcel apparut à un homme mince et taciturne d'une 50aine d'années au saluant Philippe d'un signe de tête respectueux avant de se diriger vers son abri à outils. Depuis la fenêtre du bureau, Philippe observait Marcel inspecter les plantes et préparer son matériel. Lorsque le jardinier s'arrêta à l'endroit indiqué par Manon, Philippe remarqua une pointe d'hésitation. Il était temps d'agir. « Bonjour, Marcel » cria Philippe en entrant dans le jardin. « Bonjour, monsieur Philippe. »« Comment allez-vous » répondit Marcel en interrompant son travail. « J'ai une question à te poser » commença doucement Philippe. « Une enfant m'a dit qu'elle t'avait vu creuser ici la nuit. As-tu enterré quelque chose dans le jardin, Marcel ?» Le visage de Marcel se crispa. Il jeta un regard nerveux autour de lui avant de croiser le regard de Philippe. « Quel enfant » balbutia-t-il.
Manon, la fille adoptive d'une des femmes de ménage. Elle a dit que tu avais enterré une boîte ici. Philippe désigna l'endroit exact. Monsieur Philippe, je... commença Marcel en ôtant son chapeau et en passant une main dans ses cheveux grisonnants. Philippe attendit patiemment. On se connaît depuis 15 ans. Vous avez toujours été honnête avec moi. S'il se passe quelque chose, je préfère que vous me le disiez. Marcel expira, les épaules affaissées. C'est compliqué, monsieur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Puis-je vous faire confiance? Tu travailles pour moi, Marcel. Bien sûr que tu peux. Il déglutit difficilement. La boîte n'est pas à moi. Je la garde pour quelqu'un, mon fils. Il a des ennuis, doit de l'argent à des gens dangereux et m'a demandé de cacher quelques objets importants pendant un certain temps. Philippe ressentit à la fois du soulagement et une inquiétude renouvelée. Où est ton fils maintenant? Je ne sais pas. Il a appelé il y a une semaine pour dire qu'il devait faire profil bas. Depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Des documents, quelques bijoux de sa mère et de l'argent qu'il a économisé pour prendre un nouveau départ quand il sera en sécurité. Philippe examina à nouveau les lieux. Tout semblait plausible, mais une trouée gênante subsistait dans l'histoire. Il regarda Marcel dans les yeux. Je veux que tu déterres cette boîte aujourd'hui. Je serai là. Marcel hésita. Monsieur, j'ai promis à mon fils de le cacher. Je ne peux pas. Si c'est comme tu dis, il n'y a pas de problème. Mais je dois voir par moi-même. Le ton de Philippe ne laissait aucune place au refus. Marcel baissa la tête, puis grimpa jusqu'à la remise à outils pour prendre sa pelle. Ses mains tremblaient en la donnant à Philippe. Ensemble, ils retournèrent sur place. Marcel commença à creuser avec une urgence tremblante. Au bout de quelques minutes, sa pelle heurta un objet solide. Il regarda Philippe, qui hocha la tête. Marcel déblaya la terre jusqu'à ce qu'une boîte métallique de taille moyenne émerge, plus lourde que Philippe ne l'avait prévu. « Ouvre-le, dit Philippe. »« Peut-être devriez-vous le faire, monsieur, » murmura Marcel. Philippe souleva le couvercle, se préparant à ce qui se trouvait à l'intérieur. La main de Marcel tremblait lorsqu'il ouvrit le coffre et en souleva le couvercle. Ce que Philippe vit à l'intérieur le laissa sans voix. Aux côtés de documents, de bijoux et de liasses de billets se trouvaient des dizaines de photographies de sa propre maison, prises sous différents angles et à différentes heures de la journée. On y trouvait des plans du terrain, des notes détaillées sur ses activités quotidiennes, ainsi que des relevés de son emploi du temps et de ses projets de voyage. « Marcel, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Philippe, la voix crispée par le choc. Le jardinier pâlit. « Je peux vous expliquer, monsieur ?» balbutia Marcel. « Mon fils, il ne fuyait pas ses dettes. Il préparait un cambriolage chez vous. » Philippe eut l'impression d'avoir reçu un coup en pleine poitrine. « Il a découvert où je travaillais et a commencé à fouiller la maison et mes habitudes, » continua Marcel, la voix tremblante. « Au début, j'ai cru à une curiosité innocente, mais j'ai ensuite compris qu'il avait rejoint un groupe qui cible les riches propriétaires. »« Vous l'avez aidé à enterrer ça ici ?» accusa Philippe en désignant les documents éparpillés. Les épaules de Marcel s'affaissèrent. Quand j'ai découvert son plan, je me suis disputé avec lui. Je lui ai dit qu'il était fou et que je ne le permettrais jamais. Mais je craignais qu'en allant à la police, mon fils soit arrêté et que si je vous le disais, je perde mon emploi. Alors j'ai enterré les preuves ici, en espérant qu'il entende raison. Philippe peinait à digérer cet aveu. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais pas encore complètement. Et puis il s'est mis en colère? Demanda Philippe. Marcel hocha la tête. Il a dit que j'avais tout gâché, qu'il avait besoin de l'argent pour régler de vraies dettes avec des gens dangereux. Il est parti en trombe, jurant de ne plus jamais me revoir. Pourquoi ne pas aller à la police comme tu l'avais dit? Insista Philippe. Marcel baissa la tête. Parce que c'est mon fils, monsieur. Même s'il a pris de mauvaises décisions, il reste mon garçon. Je me suis dit, que si je gardais ça un peu, il reprendrait ses esprits. Le cœur de Philippe battait fort. Votre fils nous a peut-être tous les deux exposés à un réel danger. Quand avez-vous eu de ces nouvelles pour la dernière fois? Il y a une semaine, après notre dispute, répondit Marcel. Je n'ai jamais rencontré ses complices, je n'en ai entendu parler que par lui. Philippe examina les photos de plus près.
La qualité et les angles de vue montraient clairement que seule une personne disposant d'un accès sans entrave pouvait les prendre. Le visage de Marcel pâlit encore davantage. « Il a dû prendre ces photos pendant mes heures de travail à votre propriété », murmura-t-il. « Et combien de fois est-il venu ici » demanda Philippe. « 3 ou 4 fois ces 2 derniers mois, » dit Marcel d'une voix brisée. « Je l'avais prévenu, mais il a insisté. » Philippe ressentit un profond regret de ne pas avoir interrogé la présence répétée de ce mystérieux jeune homme. « Racontez-moi tous les détails de leur plan, » ordonna-t-il. Marcel prit une inspiration tremblante. « Ils avaient prévu de s'introduire chez vous pendant votre voyage d'affaires. Ils connaissaient vos horaires de voyage parce que, vous m'aviez prévenu de vos départs. » Les yeux de Philippe s'écarquillèrent. Ces confidences désinvoltes sur de simples détails de la vie quotidienne étaient devenues une référence pour les criminels. Y a-t-il autre chose? Marcel hésita. Il a dit qu'il ne voulait pas seulement des objets de valeur. Il voulait des informations, des fichiers de vos ordinateurs, des documents importants. Le sang de Philippe se glaça. Ces systèmes détenaient des contrats clients confidentiels et des stratégies commerciales d'une valeur inestimable. C'est de l'espionnage industriel, pas seulement du cambriolage, dit-il à voix basse. Marcel parut sidéré. Je n'en sais pas grand-chose, monsieur. Seulement que mon fils croyait pouvoir gagner bien plus en vendant des secrets qu'en volant des bijoux. Philippe commença à faire les 100 pas, tout le poids de la situation retomba sur lui. Sa sécurité personnelle, la confiance de ses clients et l'avenir de son entreprise étaient désormais en jeu. Savez-vous où il pourrait être en ce moment? N'importe où, monsieur, admit Marcel. Il a toujours été nomade, il ne reste jamais au même endroit. Quant aux autres, il les a rencontrés dans un bar du centre-ville. Philippe s'arrêta et fixa Marcel d'un regard d'acier. Si lui ou l'une de ces personnes essaie de te contacter, ne serait-ce qu'une fois, viens me voir immédiatement. Bien sûr, monsieur Philippe, dit Marcel, le remords gravé sur chaque trait de son visage. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû vous le dire plus tôt. À cet instant, le crissement des pneus sur le gravier annonça le retour du nettoyeur avec Manon. Philippe se détourna. Garde ça entre nous pour l'instant, ordonna-t-il à Marcel. Je dois réfléchir à la suite des événements. Marcel acquiesça et aida à boucher le trou dans la pelouse. Philippe saisit la boîte. Je vais apporter ça à l'intérieur. Il faut que j'examine chaque pièce de plus près. Manon sauta hors de la voiture et bondit vers eux. Avez-vous trouvé ce qui était enterré? Demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. Philippe et Marcel échangèrent un regard. C'est vrai, dit Philippe doucement. Merci de nous l'avoir signalé. Une fois Manon et la femme de ménage rentrées, Philippe et Marcel se retrouvèrent seuls. Continuez vos tâches habituelles, dit Philippe au jardinier, mais si votre fils ou quelqu'un d'autre vous contacte, prévenez-moi immédiatement. Marcel hocha la tête solennellement. J'aurais dû réagir plus tôt. On aurait peut-être pu éviter ça. Philippe emporta la boîte dans son bureau et verrouilla la porte. En soulevant chaque photo et en dépliant chaque plan, il réalisa avec quelle minutie le fils de Marcel avait cartographié le domaine, des photos du bureau, du salon et même de la chambre, des plans détaillant l'emplacement des systèmes de sécurité, les points d'entrée et de sortie, et les horaires du personnel. Ce n'était pas une opération d'amateur, c'était le travail de professionnel. Une action urgente était désormais inévitable. Ce qui troublait le plus Philippe, ce furent les notes détaillées sur ses habitudes personnelles, ses horaires de travail, ses restaurants préférés, son programme d'exercice, et même les dates d'arrivée de son courrier important. Ce niveau de détail suggérait que quelqu'un l'observait depuis bien plus longtemps que Marcel ne l'avait admis. Soit le jardinier avait menti, soit d'autres personnes avaient participé à la collecte de ces informations. Déterminé à agir, Philippe a pris son téléphone et a appelé son avocat, Maître Lambert. « C'est Philippe Durand », a-t-il dit. « Je dois discuter d'une situation délicate impliquant une possible atteinte à la vie privée, voire une intention criminelle. » Après une longue conversation, Maître Lambert a recommandé à Philippe d'alerter immédiatement la police, mais aussi de faire appel à une société de sécurité privée pour effectuer une évaluation approfondie de ses biens. Cet après-midi-là, Philippe contacta l'entreprise de sécurité que son avocat lui avait recommandée. Ils organisèrent une analyse complète des risques dès le lendemain. Plus tard, alors que Marcel avait terminé son jardinage et s'apprêtait à partir, Philippe le rappela. « Marcel, je repensais à notre conversation de tout à l'heure, il y a quelque chose qui cloche. » Le calme du jardinier vacilla. «
Qu'est-ce qui se passe? Demanda Marcel, nerveux. Les photos que nous avons trouvées montrent des pièces auxquelles votre fils n'aurait pas dû avoir accès, mon bureau, ma chambre. Comment a-t-il pu prendre ces photos? Marcel se tortilla, mal à l'aise. Peut-être qu'il s'est glissé à l'intérieur pendant que tu étais distraite, marmonna-t-il. Philippe insista, tu lui as donné une clé? Marcel déglutit difficilement. Tu m'en as donné un double pour les urgences. Une fois, mon fils m'a dit qu'il avait oublié quelque chose ici. Je l'ai laissé entrer pendant que je finissais. La colère et la trahison envahirent Philippe. Tu l'as laissé entrer chez moi sans surveillance? Demanda-t-il. Juste quelques minutes, balbutia Marcel. Il a dit qu'il prendrait ce qu'il m'avait prêté et qu'il partirait immédiatement. Tu te rends compte que c'est un grave abus de confiance? La voix de Philippe était calme, mais glaciale. Marcel hocha la tête, les larmes aux yeux. Je sais que j'avais tort. Je n'avais aucune intention de faire du mal. Philippe secoua la tête. Les intentions ne comptent plus, seules les conséquences comptent. Cette nuit-là, chaque craquement, chaque murmure de vent empêchait Philippe de dormir, douloureusement conscient que la sécurité qu'il ressentait autrefois chez lui avait été brisée. Au matin, le consultant en sécurité, un ancien détective nommé Bernard, était arrivé. Après une inspection minutieuse, Bernard a averti, votre système d'alarme est obsolète, avec des angles morts à plusieurs entrées, et votre éclairage extérieur est insuffisant. Il a remis à Philippe un rapport détaillé. Cela coûtera cher, mais ces vulnérabilités doivent être corrigées immédiatement. Philippe a hoché la tête. Donnez-moi les estimations, je veux commencer aujourd'hui. À peine Bernard était-il parti que Philippe a appelé Maître Lambert pour discuter des suites juridiques. Son avocat, désormais rejoint par un expert en cybercriminalité, a soulevé de nouvelles inquiétudes. La planification et le type d'informations recueillies suggèrent l'implication d'un réseau d'espionnage industriel, a averti l'expert. Philippe a eu un frisson. Vous pensez que cela va au-delà d'un simple cambriolage? J'en ai bien peur, a répondu son avocat. C'est pourquoi la police doit intervenir sans délai. Cet après-midi-là, Philippe s'est rendu à la division cybercriminalité pour rencontrer le commissaire Martin. Après examen des preuves, ce dernier a promis une enquête immédiate, tout en avertissant que la recherche de toutes les personnes impliquées pourrait prendre du temps. En attendant, restez vigilants, a-t-il conseillé. Signalez immédiatement toute activité suspecte. De retour chez lui, Marcel était dans le jardin comme si de rien n'était, mais Philippe remarqua ses regards furtifs vers la rue. Tout va bien? Demanda Philippe. Oui. Je m'inquiète juste pour mon fils, mentit Marcel. Philippe se demanda si Marcel craignait vraiment pour son enfant, ou pour les conséquences de sa propre trahison. Si votre fils vous contacte, dit Philippe, vous m'en informerez immédiatement, n'est-ce pas? Marcel déglutit, évita le regard de Philippe et hocha la tête. Tard dans la nuit, Philippe était assis dans son bureau, triant des documents importants pour se mettre en sécurité, lorsqu'il entendit un bruissement dehors. Il éteignit les lumières et regarda par la fenêtre. Une silhouette était agenouillée à l'endroit où se trouvait le coffre enterré. Son cœur battait fort lorsqu'il reconnut Manon, la jeune femme qui avait découvert le coffre, et elle n'était pas seule. Philippe se retira discrètement pour appeler la police, mais au moment où il décrochait le téléphone, les intrus s'enfuirent dans l'ombre. Il alerta aussitôt le commissaire Martin. Une équipe sera sur place demain matin, lui assura Martin. N'essayez pas de gérer ça vous-même. Celui qui est revenu est clairement à la recherche de quelque chose que vous n'avez pas encore découvert. Philippe passa le reste de la nuit à observer le jardin, tendu et sans sommeil, hanté par le sentiment que des regards invisibles restaient braqués sur lui. La police est arrivée tôt et a procédé à une fouille minutieuse de la propriété. Dans la douce lumière matinale, elle a découvert des empreintes de pas dans le jardin, preuve évidente qu'au moins 2 personnes s'y étaient rendues pendant la nuit. Monsieur Durand, l'une de ces empreintes est incontestablement celle d'un enfant, observa l'enquêteur principal à voix basse. L'autre appartient à un adulte, probablement un homme en basket. L'enfant pourrait être Manon, la petite fille qui a trouvé la boîte. Nous devons lui parler. Philippe expliqua que Manon était la fille adoptive de Nathalie, une employée de l'entreprise de nettoyage. Les agents décidèrent d'attendre le prochain jour de travail de Nathalie pour aborder l'affaire avec plus de délicatesse. Quand Nathalie arriva le mardi suivant, elle n'emmena pas Manon avec elle. Philippe fronça les sourcils. « Où est la petite fille aujourd'hui » demanda-t-il.
Elle a attrapé un rhume, répondit Nathalie, hésitante. Je l'ai laissée chez une voisine. Philippe trouva cela étrange, surtout après ce qui s'était passé la veille. Il insista gentiment, est-ce que je peux aller lui rendre visite? J'aimerais voir comment elle va et peut-être lui apporter quelque chose pour l'aider à se sentir mieux. Interloquée, Nathalie secoua la tête. C'est très gentil à vous, monsieur Durand, mais ce n'est pas nécessaire. Philippe a insisté, lui rappelant, Manon a été si serviable quand elle nous a conduits jusqu'à cette boîte enterrée. Avec une réticence évidente, Nathalie leur donna l'adresse. L'après-midi même, Philippe et l'enquêteur se rendirent à pied dans la petite maison coquette d'un quartier soigné mais modeste. Lorsqu'ils frappèrent, une femme âgée ouvrit la porte. « Je suis Madame Dubois, dit-elle d'une voix douce. Je m'occupe de Manon aujourd'hui. Elle ne va pas bien, elle dort. Pourrions-nous lui parler quelques minutes, demanda l'enquêteur en montrant son badge. Le regard de Madame Dubois s'éveilla nerveusement. Elle est très malade. Vous devriez peut-être revenir un autre jour. À ce moment-là, la petite voix de Manon résonna intérieurement. Qui est là, Madame Dubois? La femme âgée se raidit et pressa la porte d'une main. Puis l'enquêteur prit la parole doucement, Manon, c'est nous. Monsieur Durand est policier. Nous voulons parler de ce qui s'est passé dans le jardin hier soir. Le silence s'installa. Quelques instants plus tard, Manon apparut sur le seuil. Elle paraissait pâle et tendue, mais pas malade. Puis-je vous parler ici, sur le pas de la porte, murmura-t-elle. Manon, on sait que tu étais dans le jardin, commença Philippe d'un ton calme mais insistant. Avec qui étais-tu? Manon jeta un coup d'œil à Madame Dubois, qui secoua la tête d'un mouvement imperceptible. Je n'étais pas dans le jardin, dit la petite fille d'une voix tremblante. Manon, dit doucement Philippe, je t'ai vu chercher où la boîte était enterrée. Les larmes montèrent aux yeux de Manon. Je ne peux pas en parler. Pourquoi pas, demanda doucement l'enquêteur. Parce qu'ils ont dit qu'il ferait du mal à Nathalie si je le disais à quelqu'un, a-t-elle lâché. Philippe et l'enquêteur échangèrent un regard inquiet. Qui a dit ça, insista Philippe. L'homme qui était avec moi hier soir, balbutia Manon. Il a dit qu'il connaissait Nathalie et où elle travaillait. Quel homme était-ce, demanda l'enquêteur. Manon hésita, puis regarda de nouveau Madame Dubois. C'était le fils de Monsieur Marcel. Philippe ressentit un choc, le fils de Marcel était non seulement de retour, mais il utilisait désormais un enfant et menaçait des innocents. Où l'as-tu rencontré, demanda Philippe d'une voix d'acier. Il est venu me voir la semaine dernière, répondit Manon. Il a dit qu'il savait que j'avais trouvé quelque chose dans le jardin et qu'il voulait en parler. Et vous lui avez parlé de la boîte, a demandé l'enquêteur. Il était déjà au courant pour cette boîte, dit Manon. Il voulait juste savoir s'il y en avait d'autres enfouis. Il y en avait? Philippe se pencha en avant. Le regard de Manon se posa sur Madame Dubois. Finalement, elle murmura, il m'a montré la photo d'une autre boîte. Il a dit que son père en avait enterré deux, mais que vous n'en aviez trouvé qu'une. Le sang de Philippe se glaça. Marcel avait menti, une autre boîte était cachée quelque part sur sa propriété. Où est la deuxième boîte, a demandé l'enquêteur. Dans le hangar, sous les outils de Monsieur Marcel, près du grand arbre, dit doucement Manon. Philippe connaissait bien cet endroit, isolé, à peine visible depuis la maison principale. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième boîte, insista Philippe. Manon secoua la tête. Il n'a pas voulu me le dire. Il a juste dit que c'était très important et qu'il devait le récupérer. Où est le fils de Marcel maintenant, demanda l'enquêteur avec urgence. Je ne sais pas, admit Manon. Il m'a dit de le retrouver hier soir, puis il est parti en réalisant que tu avais trouvé la première boîte. L'enquêteur prit des notes. Se tournant vers Madame Dubois, il dit, désormais, Manon et Nathalie seront sous protection policière. Si quelqu'un vous contacte ou vous menace, appelez immédiatement ce numéro. Il lui tendit sa carte. De retour chez Philippe, la première chose qu'ils firent fut de localiser la deuxième boîte. Marcel était dans le jardin à leur arrivée, surpris de voir Philippe et l'enquêteur s'approcher. Marcel, il faut qu'on parle, dit Philippe doucement. À propos de quoi, monsieur Philippe, demanda Marcel en feignant l'innocence. À propos de la deuxième boîte que tu as enterrée sous l'arbre près du hangar. Le visage de Marcel se vida de ses couleurs. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Gardez-le, répondit Philippe.
Votre fils l'a cherché hier soir. Maintenant, pouvez-vous nous aider bénévolement, ou avons-nous besoin d'un mandat de perquisition? Vaincu, Marcel s'affaissa et s'assit sur un banc à proximité. Il m'a menacé, avoua-t-il. Mon fils a dit qu'il dirait à ses complices que je les trahissais si je parlais. Il a dit qu'il viendrait me chercher. Quand vous a-t-il appelé? A demandé l'enquêteur. Il y a quelques jours, dit Marcel. Il savait que j'avais remis une boîte et il a exigé où se trouvait l'autre. Je lui ai répondu que je l'ignorais, mais il a affirmé qu'il la trouverait de toute façon, que je ne faisais que retarder l'inévitable. Monsieur, vous devez nous montrer où se trouve la deuxième boîte et nous dire tout ce que vous savez. Marcel les conduisit à l'endroit caché sous l'établi. En déterrant la boîte, Philippe remarqua qu'elle était beaucoup plus grande que la première. Lorsqu'ils l'ont finalement ouvert, le contenu était encore plus troublant, à côté de photographies et de documents se trouvaient des appareils électroniques sophistiqués, du matériel d'écoute, des caméras miniatures, des enregistreurs de pointe. « Oh mon Dieu, Marcel, murmura Philippe. C'est du matériel d'espionnage professionnel. Je ne savais pas ce que c'était, sanglota Marcel. Mon fils m'a juste dit de le garder et de ne pas poser de questions. L'enquêteur a examiné le matériel. Cela confirme nos pires craintes. Nous sommes confrontés à une opération bien plus sophistiquée que nous l'imaginions. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Philippe. Cela signifie que son fils travaille avec des personnes disposant de ressources considérables et d'un savoir-faire technique avancé. Ce ne sont pas des criminels ordinaires. Marcel pleurait doucement. Je n'aurais jamais cru que mon propre fils puisse être impliqué dans une telle histoire. Je pensais que c'était juste une question d'argent. La colère de Philippe montait en lui. Chaque nouvelle révélation mettait à nu sa confiance naïve en Marcel. Y a-t-il autre chose que vous ne nous avez pas dit? A insisté l'enquêteur. La voix de Marcel tremblait. Il y a une troisième boîte. Un troisième? Répéta Philippe, incrédule. Oui, acquiesça Marcel. Mon fils a dit que c'était le plus important et a insisté pour que je le garde précieusement. Vous n'avez pas trouvé cela étrange? A demandé l'enquêteur. Oui, admit Marcel. Mais il m'a dit qu'en cas de problème, je pourrais l'utiliser comme assurance vie. Que penses-tu qu'il pourrait y avoir dans la troisième boîte? Demanda Philippe, la peur lui nouant l'estomac. Je ne sais pas, murmura Marcel. Il a dit qu'il contenait des informations sur d'autres personnes, d'autres cibles. Philippe réalisa qu'ils étaient tombés sur un réseau criminel bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement sa sécurité qui était en jeu, mais celle de beaucoup d'autres. Nous devons nous rendre à votre domicile immédiatement et récupérer cette troisième boîte, a déclaré l'enquêteur. S'il vous plaît, monsieur Philippe, je ne peux pas, supplia Marcel. Si mon fils la prend. Combien d'autres seront en danger avant que vous ne fassiez ce qu'il faut, a demandé Philippe. À contre-cœur, Marcel les conduisit à sa petite maison bien entretenue, dans un quartier voisin. Dans la cour se trouvait un modeste abri à outils. Il est enterré sous l'établi, dit Marcel d'une voix creuse. Ensemble, ils se préparaient à découvrir la dernière boîte et à démêler enfin toute l'étendue de ce complot dangereux. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils trouveraient une troisième boîte, murmura l'enquêteur en la déterrant. Le cœur de Philippe battait fort en constatant qu'elle était encore plus grande que les deux premières. Il l'ouvrit et ses pires craintes se confirmèrent. Des centaines de dossiers s'y trouvaient, chacun débordant de dossiers minutieusement détaillés. Il y avait des hommes d'affaires, des élus locaux, des professionnels prospères. Chaque dossier était rempli de photos, de plans de leur maison, de leur routine quotidienne, et même de relevés bancaires. Il s'agit d'une opération d'espionnage massive, a déclaré l'enquêteur à voix basse. Combien de personnes sont surveillées? Demanda Philippe en feuilletant les papiers. D'après ce que je vois, au moins 20 familles différentes, fut la réponse. Philippe reconnut beaucoup de noms, amis, clients, partenaires commerciaux. Son estomac se noua. Marcel, ton fils travaille pour tous ces gens. Non, monsieur, corrigea l'enquêteur. Il travaille uniquement pour vous. Mais le groupe derrière tout ça a des contacts dans toutes les grandes entreprises de services de la ville. L'ampleur du complot frappa Philippe d'un coup. Ils avaient découvert un réseau utilisant du personnel domestique pour espionner les personnalités les plus influentes de la ville. Que faisons-nous maintenant? Demanda Philippe, la voix tremblante. Nous allons devoir élargir l'enquête, a déclaré l'enquêteur. Je vais contacter immédiatement la cellule de cybercriminalité.
Ce soir-là, Philippe était assis dans sa maison désormais fortifiée lorsque son téléphone sonna, un numéro inconnu. Allô? Monsieur Philippe, c'est le fils de Marcel. Sans hésiter, Philippe fit signe à l'enquêteur qui surveillait l'appel d'enregistrer. Que veux-tu? Demanda-t-il sèchement. J'ai besoin de parler, juste toi et moi, pas de police, pas d'avocat. Et pourquoi ferais-je ça? Parce que j'ai des informations que vous devez connaître, sur qui est vraiment derrière tout ça. Pas au téléphone. La voix de Philippe était dure. Retrouve-moi ce soir à minuit au bord du lac, dans le parc de la Villette. Ne venez pas seul, l'avertit l'enquêteur. Ce pourrait être un piège. Si je n'y vais pas, on perd toute chance de trouver le cerveau, insista Philippe. Mais on amènera du renfort. À 11h30, Philippe se rendit au parc. Des policiers en civil étaient postés autour du terrain désert et faiblement éclairé. Il s'approcha du lac et attendit. À minuit pile, un jeune homme mince et nerveux surgit de l'ombre. Il ressemblait vaguement à Marcel, surtout au niveau des yeux. « Maître Philippe, murmura-t-il. Je suis Julien. Vous avez dit que vous aviez des informations importantes. Oui, si, répondit Julien en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Mais d'abord, il faut que tu comprennes que je n'avais jamais voulu que les choses en arrivent là. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Julien déglutit difficilement. J'ai côtoyé des gens très dangereux. Ce sont des experts dans la collecte d'informations sur les riches et les puissants, puis dans leur vente pour des enlèvements, du chantage, de l'espionnage industriel. Comment êtes-vous devenu impliqué? Mes dettes de jeu. Je leur devais de l'argent que je ne pouvais pas rembourser, alors ils ont utilisé la position de mon père chez vous pour recueillir des informations sur vous. Philippe ressentait à parts égales rage et pitié. Les choix de Julien avaient mis en danger d'innombrables vies, mais le garçon était clairement pris au piège. Qui dirige ce groupe? Insiste Philippe. Julien secoua la tête. S'ils apprennent que je t'ai parlé, ils me tueront. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux sortir, dit Julien d'une voix tremblante. Je veux que mon père soit en sécurité. Et je veux que tu saches qu'il y a des gens bien plus dangereux qui tirent les ficelles. Des pas approchaient. Philippe se tendit, jusqu'à ce que les policiers en civil s'avancent dans la faible lumière des lampes. Julien, dit l'un d'eux, on a tout entendu. Nous pouvons vous offrir une protection si vous coopérez pleinement. Les épaules de Julien s'affaissèrent de soulagement. Il ne courut pas. Dans les jours qui suivirent, Julien entra sous protection de témoins et livra des informations explosives, des dizaines d'employés de maisons de toute la ville alimentaient des dossiers d'un réseau criminel. Leurs clients allaient d'avocats et de comptables corrompus à des politiciens locaux complices. Plus de 50 arrestations s'ensuivirent rapidement, la plus grande opération policière jamais menée par la ville. Marcel, lui aussi, a été placé sous protection. Lors d'un entretien confidentiel, il a dit à Philippe, « Je sais que ce qui s'est passé est inexcusable, mais je voulais seulement protéger mon fils et toi. » Philippe hocha la tête, la voix lourde de compréhension et de tristesse. « Vos choix auraient pu nous détruire tous. Je devrais vivre avec ça pour toujours. » Finalement, Manon, la jeune domestique qui avait découvert la première boîte, devint une héroïne locale. « Tu as sauvé tant de gens, » lui dit Philippe une fois l'affaire classée. « Ma mère m'a toujours appris à être attentive, » répondit Manon doucement. Bien que le réseau fût démantelé, Philippe savait que les blessures seraient profondes. Nombre de victimes continuaient de renforcer leur intimité, Philippe lui-même a repensé sa vie. Pourtant, au milieu de la tourmente, il a découvert un nouveau respect pour la vigilance et pour le courage de ceux qui choisissent de dire la vérité. Marcel a recruté une équipe de sécurité permanente, mis en place des protocoles stricts pour chaque employé de son domaine et est devenu beaucoup plus prudent quant aux informations qu'il partageait. Après avoir fourni tous les témoignages nécessaires aux autorités, il a réalisé qu'il ne pouvait plus travailler pour Philippe. L'abus de confiance lui semblait irréparable, même si les circonstances étaient compréhensibles. « Monsieur Philippe, je comprends que notre relation professionnelle ne puisse pas continuer, » dit Marcel lors de leur dernière conversation. « Mais j'espère qu'un jour vous me pardonnerez. »« Je t'ai déjà pardonné, Marcel, » répondit doucement Philippe. « Pardonner ne signifie pas que les choses redeviennent comme avant. Mais je veux que tu saches combien je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour protéger mon fils et pour m'avoir donné la chance de réparer les dégâts. » Marcel a déménagé dans une autre ville où, grâce à un programme de réinsertion sociale, il a trouvé un nouvel emploi. Julien,
après avoir purgé une peine réduite en échange de sa coopération, a également été relogé et a commencé une nouvelle vie loin des influences criminelles qui l'avaient autrefois entouré. Pour Philippe, cette épreuve est devenue un puissant rappel que la sécurité et la confiance prennent des années à se construire, et qu'elles peuvent être détruites en un instant. Il a développé une nouvelle appréciation des vérifications d'antécédents rigoureuses, des protocoles de sécurité clairs et d'une vigilance constante. Des mois plus tard, une fois la poussière retombée et la vie installée, Philippe se retrouva dans son jardin, désormais entretenu par une équipe de jardiniers soigneusement sélectionnés. Cet après-midi-là, Manon, l'amie de sa fille, vint lui rendre visite. « Monsieur Philippe, dit-elle doucement, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, Manon, répondit-il en souriant. « Est-ce que tu fais encore confiance aux gens ?» Sa simple question le fit réfléchir. Il se l'était posée à maintes reprises ces derniers mois. « J'ai appris que faire confiance aux autres ne signifie pas être naïf, dit-il enfin. Cela signifie être prudent tout en croyant en la bonté des autres. Et tu crois toujours en leur bonté, insista-t-elle. Philippe baissa les yeux vers la petite fille qui avait fait preuve de tant de courage et d'honnêteté dans des circonstances difficiles, puis pensa à Nathalie, qui avait risqué son emploi pour faire ce qui était juste. Oui, Manon, dit-il, j'y crois encore. Des gens comme toi et ta mère me rappellent qu'il y a tant de bien dans ce monde. Manon sourit et partit jouer parmi les fleurs. Philippe l'observa un instant, comprenant comment la remarque innocente d'un enfant avait démantelé une conspiration complexe qui touchait des dizaines de familles. Malgré les bouleversements, il avait acquis des leçons précieuses sur la confiance, la vigilance et l'importance de l'écoute, surtout des voix les plus inattendues. Le jardin, autrefois simple symbole de beauté et de calme, était devenu le théâtre d'une découverte qui a changé sa vie. Physiquement, le terrain avait été transformé, de nouvelles plantations avaient remplacé la terre remuée, de l'herbe avait repoussé là où les boîtes cachées avaient été dissimulées, et des mesures de sécurité discrètes protégeaient désormais la propriété. Mais plus crucial encore était son propre changement de perspective. Il comprenait que la véritable sécurité ne vient pas seulement de la technologie et des règles, mais aussi de la reconnaissance et de la valorisation des personnes honnêtes qui nous entourent. Manon et Nathalie lui avaient montré que le courage et l'intégrité surgissent souvent dans les endroits les plus inattendus. Dans les mois qui ont suivi, Philippe est devenu un fervent défenseur des meilleures pratiques de sécurité auprès des entreprises locales. Il a organisé des séminaires pour ses collègues entrepreneurs sur la protection des informations sensibles et la détection des menaces potentielles, mais il a toujours insisté sur le fait que la découverte la plus cruciale dans son cas était due à un enfant observateur. Quel que soit l'âge ou le statut de chacun, disait-il, chacun peut être notre meilleur allié pour protéger ce qui compte. L'histoire de Manon et de la boîte enterrée est même devenue une étude de cas à l'école de police locale, illustrant comment la coopération communautaire peut résoudre les crimes les plus graves. Le commissaire François Martin citait souvent cette affaire pour montrer comment de petits détails remarqués par des citoyens ordinaires peuvent démanteler des réseaux criminels à grande échelle. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance des informations du public, déclarait-il. Une fillette de 7 ans a été la clé pour mettre fin à une opération qui a duré des années. Pour Manon, cette expérience a été une première leçon, elle lui a appris à s'exprimer quand quelque chose semble anormal. Nathalie a saisi l'occasion pour lui enseigner le courage et la responsabilité sociale. « Tu as bien fait de dire à monsieur Philippe ce que tu as vu », lui a dit sa mère adoptive. « Je savais, » répondit Manon avec sa sagesse naturelle, « que si je ne disais rien, des gens pourraient être blessés et je ne voulais pas que cela arrive. » Cette simple intention ou le désir de protéger les autres est devenu central dans la façon dont Philippe abordait la sécurité et la responsabilité sociale. Il a créé un fonds de bourse pour les enfants en situation de vulnérabilité, dont Manon, convaincu qu'investir dans l'éducation et le bien-être créerait une communauté plus sûre et plus prospère pour tous. Le domaine de Philippe avait renaître non seulement en briques et en mortier, mais aussi en esprit. Ce qui était autrefois un lieu ravagé par l'espionnage et la trahison témoignait désormais de la capacité de la coopération communautaire et du courage moral à triompher du crime. L'un des nouveaux jardiniers, un certain Pascal, aux excellentes références et à la vérification minutieuse de ses antécédents, commentait souvent le changement. « Monsieur Durand, ce jardin est différent maintenant, disait-il un jour. » Philippe souriait, sachant que cette transformation concernait autant le cœur des gens que la terre sous leurs pieds. L'arbre sous lequel l'une des boîtes avait été enterrée avait fleuri une fois les objets cachés retirés, comme libérés d'un poids énorme. Philippe décida d'y installer un banc, un lieu de recueillement et de gratitude pour les leçons apprises. C'est lors d'un de ces moments de recueillement que Manon l'a de nouveau approché, plusieurs mois après la fin de l'enquête. « Monsieur Durand,
puis-je m'asseoir avec vous, demanda-t-elle. Bien sûr, Manon, dit-il. Il y a toujours de la place pour toi ici. Ils étaient assis ensemble en silence, contemplant le jardin qui avait été témoin de tant de révélations et de transformations. Monsieur Durand, demanda finalement Manon, regrettez-vous d'avoir découvert les cartons? La question prit Philippe au dépourvu, il n'y avait jamais vraiment réfléchi. Pourquoi me demandes-tu ça, Manon, répondit-il d'une voix douce mais curieuse. Parce que parfois, quand on découvre des choses horribles, nos vies se compliquent, dit Manon, le regard fixe. Je me demande si tu as déjà souhaité ne pas savoir. Philippe réfléchit attentivement. C'était vrai, son monde avait basculé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le sentiment de sécurité qu'il ressentait autrefois avait disparu. Il avait dépensé une fortune en serrures et caméras de surveillance améliorées, et il avait dû repenser presque tous les aspects de sa vie personnelle et professionnelle. Pourtant, cette découverte avait permis d'empêcher des crimes bien plus graves. Elle avait conduit au démantèlement d'un réseau criminel qui menaçait toute la communauté. Je ne regrette rien, Manon, répondit Philippe fermement. Parfois, trouver la vérité fait mal, mais c'est toujours mieux que de vivre dans le mensonge. Même quand la vérité fait mal, surtout dans ces moments-là, car ce n'est qu'en regardant la réalité en face qu'on peut résoudre les problèmes et protéger ceux qu'on aime. Manon hocha lentement la tête, comme si elle assimilait cette philosophie en temps réel. Ma mère dit toujours que la vérité est comme un remède amer, elle n'est pas agréable, mais elle guérit. Philippe sourit à la comparaison. Ta mère est une femme très sage. Et elle a raison. Elle a aussi dit que tu avais eu le courage de m'écouter quand je t'ai raconté ce que j'avais vu. Tu es un homme bien, répondit Manon d'une voix ferme. Tu m'as écouté. Manon, dit-il en prenant une légère inspiration, tu es très courageuse. Beaucoup d'adultes n'auraient pas osé parler de quelque chose d'effrayant. J'avais peur, a-t-elle admis, mais ma mère m'a appris que lorsqu'on voit quelque chose qui ne va pas, il faut en parler, même si c'est difficile. Cette conversation a confirmé à Philippe l'importance de ces leçons. Il ne s'agissait pas seulement de sécurité physique ou de protection des informations, mais de bâtir une communauté où chacun se sent libre de dire la vérité et de prendre soin les uns des autres. Au cours des années qui ont suivi, Philippe est devenu un modèle de leadership responsable, tant comme entrepreneur que comme citoyen. Il a instauré des vérifications d'antécédents transparentes et respectueuses pour tous les employés, en expliquant systématiquement l'importance de ces mesures. Il a également créé des canaux ouverts permettant aux employés et aux membres de la communauté de signaler leurs préoccupations en matière de sécurité sans crainte de représailles. Ces canaux se sont avérés essentiels pour empêcher l'implantation de nouvelles activités criminelles. L'entreprise de nettoyage locale qui employait Nathalie a procédé à des changements similaires. Elle a renforcé ses protocoles d'embauche et dispensé des formations plus rigoureuses, tout en offrant un soutien et une protection renforcée à ses employés. Nathalie a été promue superviseur et a pris en charge la formation des nouveaux arrivants à la sécurité et à l'éthique professionnelle. Quand j'ai découvert ce qui se passait, a-t-elle confié aux stagiaires, j'aurais pu me taire pour protéger mon emploi. Mais je savais que si je ne dénonçais pas, d'autres en souffriraient. Au final, faire ce qui est juste m'a apporté plus de bénéfices que de problèmes. Manon devint une élève exemplaire, faisant toujours preuve du même sens de l'observation et du même courage qu'enfant. Philippe resta en contact avec elle, lui offrant conseils et soutien scolaire. À 15 ans, il l'invita à une conférence spéciale dans le jardin, la même où leur aventure avait commencé. « Tu te souviens du jardinier qui cachait quelque chose » demanda Philippe. « Bien sûr que oui » rit doucement Manon. « J'avais 7 ans. C'était comme si c'était hier et il y a une éternité à la fois. Ce jour-là a tout changé pour moi, et pour tant d'autres, a-t-il déclaré. Il m'a appris que même un enfant peut faire la différence lorsqu'il est témoin d'un acte répréhensible. Cette leçon est toujours d'actualité. À l'école, quand je suis témoin de harcèlement ou d'autres injustices, a répondu Manon, je le dis toujours. Parfois, mes camarades se fâchent contre moi, mais je me souviens de ce qui s'est passé ici et je sais qu'il est important de faire ce qui est juste. Philippe ressentit une vague de fierté en voyant comment Manon avait intériorisé cette expérience traumatisante et l'avait transformée en action positive. Votre courage ce jour-là a sauvé de nombreuses personnes de crimes bien plus graves, dit-il doucement. Ma mère me le rappelle quand les choses deviennent difficiles, répondit Manon. Et je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je peux toujours compter sur ton soutien. Merci, monsieur Philippe, dit Manon, son expression déterminée telle qu'il s'en souvenait. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Des années plus tard,
alors que Manon étudiait la criminologie à l'université, un parcours inspiré par son expérience d'enfance, elle a écrit une thèse sur « l'affaire des boîtes enterrées ». Intitulé « L'importance de l'observation citoyenne dans la prévention des crimes complexes », il a été publié dans une revue de référence et est devenu une référence incontournable en matière de coopération entre la police et la communauté. Dans son article, Manon écrit « Découvrir des preuves d'activité criminelle à l'âge de 7 ans m'a appris que la sécurité d'une communauté dépend de la vigilance et du courage de tous ses membres, quel que soit leur âge et leur statut. De petites observations peuvent mener à des avancées majeures lorsque les gens osent s'exprimer. » Ces paroles, comme les leçons de Philippe, ont continué à se propager vers l'extérieur, preuve que faire face à des vérités dures, aussi amères soient-elles, peut nous guérir et nous protéger tous. Philippe, aujourd'hui cinquantenaire, conservait dans son bureau un exemplaire encadré de la dissertation de Manon. Pour lui, elle symbolisait non seulement la fierté d'avoir nourri son éducation et son épanouissement, mais aussi un rappel constant des leçons apprises. Dehors, le jardin où tout avait commencé était encore fleuri, ses plantes avaient prospéré et s'étaient développées, créant un sanctuaire encore plus beau et accueillant. Pourtant, pour ceux qui connaissaient l'histoire, chaque arbre et chaque parterre de fleurs portait le poids du souvenir et l'impératif de vigilance. De temps à autre, Marcel, l'ancien jardinier, envoyait des lettres à Philippe. Il commençait toujours par des excuses, puis exprimait sa profonde gratitude pour le pardon et la seconde chance qu'on lui avait offert dans sa nouvelle ville. Marcel était devenu un fervent défenseur de l'honnêteté dans le travail domestique, parlant souvent à ses collègues des dangers de s'impliquer, même involontairement, dans des activités criminelles. Julien, lui aussi, était devenu un exemple vivant de réhabilitation réussie. Après avoir purgé sa peine et déménagé, il termina ses études et devint conseiller auprès de jeunes en difficulté, s'appuyant sur sa propre expérience pour les mettre en garde contre les dangers des dettes de jeu et des associations criminelles. Des années plus tard, il écrivit à Philippe, « Monsieur, je sais que je ne pourrai jamais réparer complètement le mal que j'ai causé, mais j'espère qu'en consacrant ma vie à aider d'autres jeunes à éviter les mêmes erreurs, je rends hommage à la seconde chance que vous m'avez donnée. Merci de n'avoir jamais renoncé à la rédemption, même lorsque je ne la méritais pas. » Le commissaire François Martin, qui avait dirigé l'enquête, a pris sa retraite avec la satisfaction d'avoir démantelé l'un des plus importants réseaux d'espionnage intérieur de la région. Lors de sa cérémonie d'adieu, il a cité l'affaire de la boîte enterrée comme l'un des moments les plus marquants de sa carrière. La justice ne repose pas uniquement sur le travail de la police, mais sur le courage des citoyens ordinaires à faire ce qui est juste. Une fillette de 7 ans a été plus efficace contre le crime organisé que de nombreuses opérations policières complexes. Au sein de la communauté locale, l'histoire est devenue une légende urbaine positive, une leçon sur la façon dont une observation attentive et le courage de s'exprimer peuvent protéger chacun. Les parents l'ont partagé avec leurs enfants pour leur apprendre l'importance de signaler toute activité suspecte et comment même les plus jeunes peuvent faire la différence. L'entreprise de sécurité engagée par Philippe a également utilisé cet incident comme étude de cas, démontrant à ses futurs clients comment une protection efficace allie technologie, protocole et conscience humaine. En repensant aux années qui suivirent, Philippe réalisa que le jour où Manon l'aborda dans le jardin marqua non seulement un tournant personnel, mais aussi une compréhension plus profonde de la responsabilité sociale. Il avait appris que la richesse et le succès s'accompagnent de privilèges mais de responsabilités. Le devoir de se protéger et de protéger les autres, d'utiliser ses ressources et son influence pour une communauté plus sûre et plus juste, était désormais gravé dans son être. Le jardin lui-même, autrefois spolié par l'espionnage et la trahison, était devenu un symbole vivant de renouveau et de vigilance. Plus important encore, il rappelait quotidiennement que la véritable sécurité naît de relations fondées sur la confiance, la transparence et la responsabilité mutuelle. Par un après-midi ensoleillé, alors que Philippe se promenait parmi les plantes qui fleurissaient désormais au-dessus des endroits où ses boîtes avaient été enterrées, il songea à la façon dont une découverte apparemment simple avait transformé non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui y étaient impliqués. Manon était devenue une enquêtrice dévouée, Nathalie avait trouvé stabilité et reconnaissance professionnelle, Marcel et Julien avaient trouvé la rédemption et de nouvelles façons de contribuer positivement à la société. Philippe, lui, était devenu un entrepreneur plus consciencieux et un citoyen engagé. Sa rêverie fut interrompue par un bruit de pas. Pascal, le jardinier actuel, s'approchait avec un sourire. « Monsieur Philippe, dit Pascal, les nouvelles pousses que nous avons plantées la semaine dernière se portent très bien. » C'est merveilleux, Pascal. Ce jardin a toujours été spécial, mais il paraît plus vivant que jamais. C'est vrai, acquiesça Pascal. Madame Manon avait raison lors de sa dernière visite, cet endroit dégage une aura protectrice. Philippe sourit.
Manon, désormais diplômée et travaillant sur des affaires complexes, venait encore de temps en temps lui rendre visite, partageant des anecdotes d'enquête qu'elle avait contribué à résoudre, des anecdotes inspirées par sa propre expérience dans ce jardin. Pascal, savais-tu que c'est ici qu'une fillette de 7 ans a découvert les indices qui ont permis de démanteler un réseau criminel, demanda Philippe. Oui, monsieur. C'est remarquable de voir à quel point une simple observation peut provoquer un changement aussi profond. En effet, répondit Philippe. Cela nous rappelle chaque jour d'être attentif à notre environnement et d'avoir le courage d'agir quand quelque chose ne va pas. Sur ce, Pascal acquiesça et retourna à son travail. Philippe s'attarda encore quelques instants, savourant la beauté paisible de ce lieu soigneusement restauré. Il savait que l'histoire des boîtes enfouies serait racontée encore et encore, une inspiration durable pour les générations futures. Plus important encore, il comprenait que, malgré les difficultés et les traumatismes qu'il avait traversés, cette expérience avait fait de lui une meilleure personne, conscient de son devoir envers la communauté. Le jardin fleurissait autour de lui, chaque plante et chaque fleur se dressant comme des témoins silencieux d'une histoire de courage, de rédemption et de transformation, une histoire qui avait commencé avec l'observation courageuse d'une petite fille. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? D'où venez-vous? Si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sincère. Pensez-vous que Manon a fait le bon choix en s'exprimant? Nous aimerions connaître votre point de vue. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes.